une association de scénaristes émergents et émergentes dont l'objectif est d'aider les scénaristes à se professionnaliser à travers des ateliers, des rencontres, des échanges avec des professionnels, etc., etc. Vous pouvez aller voir sur notre site, il est très bien fait. Voilà, je voulais aller rapidement là-dessus et je vais laisser les participantes se présenter. Du coup, je vais le faire par ordre alphabétique de nom de famille pour avoir vraiment une espèce d'équité absolue. Et donc, on va commencer par Sarah. Bien, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Paris d'Or. Ça, c'est pour mon titre. Mais je travaille depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant sur les séries télévisées françaises. J'ai notamment fait une thèse sur les représentations de la maternité dans les séries familiales. Et par la suite, j'ai essayé d'aller voir un peu du côté de la production en m'intéressant en particulier au métier de scénariste, notamment aux scénaristes qui travaillent dans des collectifs. Et l'année dernière, je suis revenue un peu à mes premières amours des représentations en co-dirigeant avec Maxime Servul le rapport Synégalité qui peuple le cinéma français, qui vise à mesurer les inégalités de représentation dans le cinéma. Et c'est un rapport qu'on a remis au collectif 50-50. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment les représentations de la société, mais en particulier des minorités ethno-raciales, de genre, etc., dans le cinéma et la fiction télévisée. Et alors merci Sarah. Et du coup Cécile, je te laisse te présenter. Eh bien bonjour tout le monde. Voilà, moi je m'appelle Cécile Pollard, je suis présidente de l'association La Scénaristerie. Peut-être je dis deux petits mots sur la scénaristerie. Donc c'est une association qui a été créée en 2015 par Sabrina Beccarine, Léo Carman et Nadja Dimouchel. Et c'était suite au constat que en fait beaucoup des histoires, en tout cas dans les longs métrages, étaient initiées par des réalisateurs et qu'il n'y avait pas beaucoup de place en fait pour les scénaristes qui souhaitaient initier une histoire. Et donc voilà, c'est au départ plutôt tourné vers les scénaristes, donc on est aussi très ouvert aux réalisateurs, mais au départ c'est quand même pour soutenir des scénaristes qui seraient porteurs de projets et pour qu'ils puissent développer leur projet pour ensuite le soumettre à un réalisateur, mais qu'il ait déjà un petit peu le cœur de leur histoire. Donc voilà, ça c'est pour. Et puis moi par ailleurs je suis scénariste pour la fiction, l'animation et le cinéma. Merci beaucoup. Isabelle, c'est à toi. Bon, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous voir ici. Cette table ronde, c'est une première. Je suis la coprésidente de Séquence 7 avec Thomas Carret qui est assis en face de moi. Et j'ai eu très envie de travailler sur les personnages féminins. Séquence 7, c'est une association donc, de scénaristes essentiellement. On est environ, il y a 300 adhérents. Et très rapidement, je me suis dit qu'il était important de réfléchir à la place des femmes dans le scénario. C'était quelque chose auquel je pensais depuis longtemps parce qu'avant de venir à Séquence 7, j'ai d'abord, d'un point de vue purement féministe, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle Mixité quand j'étais jeune, dont la présidente était Clémentine Autain. Donc je me suis déjà intéressée à ces questions de présence des femmes dans la société il y a longtemps. Et surtout, ça s'est révélé à moi quand j'ai travaillé à TF1, parce que j'ai travaillé à TF1 à un poste de cadre administratif. Donc là, j'ai mesuré à quel point c'était dur pour les femmes, le monde professionnel. Et puis, finalement, je suis arrivée à France 3 Cinéma, où j'ai commencé à lire des scénarios, puisque j'ai été directrice adjointe de France 3 Cinéma. Et là, je me suis dit, en fait, il y a une représentation des femmes qui est vraiment très stéréotypée, qu'on retrouve, pas toujours, hein, évidemment, mais qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de scénarios. Moi, j'étais à une époque où vraiment on avait le passage de l'homme trentenaire à l'âge adulte. Et donc, dans pratiquement tous les films se déclinait un homme qui doit devenir adulte, qui est avec une femme qui hésite à s'engager. Et la femme était systématiquement une femme parfaite. C'est-à-dire intelligente, belle, patiente. Ce qui est complètement le cas. Voilà, mature. Et de façon incroyable, amoureuse d'un type immature, égoïste, incapable de s'engager. Et ça paraissait normal à tout le monde et on avait des dizaines de scénarios comme ça.
Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de penser les choses un peu autrement. Et à l'époque, je ne m'étais pas plongée là-dedans, vraiment, mais j'avais commencé à y réfléchir. Et puis quand je suis arrivée à Séquence 7, je me suis dit que c'était le moment. D'abord, évidemment, le moment est venu pas seulement avec mon arrivée à Séquence 7, mais surtout avec MeToo. Donc je me suis dit que c'était le moment où quand même on commençait à s'inquiéter alors, nous les femmes, j'allais dire, on commençait à se dire chouette, on va enfin pouvoir dire notre ressenti, et les hommes se dire ah bon, elles ressentent ça, finalement c'est un sujet intéressant, on a envie de comprendre, enfin pour la majorité je pense, on a envie de comprendre, et donc voilà, c'est le moment de revoir qu'on soit un homme ou une femme, la façon dont on écrit nos personnages féminins, et nous, notre but aujourd'hui c'est de donner des pistes. C'est pas de donner des injonctions, c'est juste de dire, bah voilà, faire un état des lieux et vous donner des idées et de la matière à réflexion. Et voilà. Bah, merci Isabelle. J'ai parlé un peu longtemps. C'est surtout que tu as déjà entamé finalement la partie table ronde. Donc, et donné ton avis sur la place des personnages féminins. Bah voilà, je l'ai donné. Donc je vais céder la place à mes deux camarades. Et du coup, Sarah, à toi. Oui, alors moi ce que je proposais c'était de donner quelques chiffres, hein, parce qu'il y a toujours cette idée qu'il faut compter pour voir un peu d'où on part, pour faire des constats, même si on commence à en avoir fait un certain nombre, donc on connaît la situation, mais rapidement, si on regarde, donc l'enquête Synégalité, c'est sur un corpus de 115 films d'initiative française qui ont été diffusés en salle en 2019. Et ce qu'on regarde, c'est que les femmes sont sous-représentées. Dans l'ensemble des personnages, elles ne représentent que 39,7%, donc on est en dessous des 40%. Et si on resserre la focale sur les personnages principaux, elles ne sont plus que 38%. Alors qu'on le sait, hein, les femmes représentent un tout petit peu plus de 50% de la population en France. Donc en tout cas, sur les écrans, elles sont minorées. Cette situation du cinéma français, elle est loin d'être exceptionnelle quand on regarde le baromètre de la diversité de la société française qui est fait par le CSA, enfin, l'ex-CSA, désormais Arcom, a des chiffres sensiblement similaires pour la télévision, hein, on est toujours en dessous des 40%. Et si on regarde le cinéma états-unien, il fait un peu moins bien, parce que c'est 34% de personnages féminins, mais il y a un endroit où c'est un peu différent, c'est Netflix, qui est à 48,4% aussi de personnages féminins sur cette période vers 2018-2019. Donc on voit quand même un retard du cinéma français. En gros, nous, ce qu'on a vu sur 2019, c'est que un personnage principal sur deux est un homme perçu comme blanc. Donc après, dans l'autre moitié, hein, il y a les femmes perçues comme blanches, les femmes perçues comme non blanches et les hommes perçus comme non blancs. Et quand on commence à croiser aussi un certain nombre de facteurs de discrimination ou de minoration, on se rend compte que c'est aussi les femmes perçues comme non blanches qui disparaissent, qui sont quasiment invisibles des scénarios, notamment dans ce cinéma français, puisque c'est sur l'ensemble des personnages principaux, il n'y a que 6% de personnages qui sont des femmes perçues comme non blanches. Donc on remarque quand même qu'il y a un type de personnage, notamment un type de personnage féminin qui n'existe pas dans la fiction, ou pas, ou très très peu. Au-delà du fait de compter la représentation, je voulais juste évoquer une autre étude qui a été faite par l'INA, qui est assez intéressante sur les séries entre 2008 et 2018, et qui mesure le temps de parole des personnages. Là, qui a regardé pour la fiction, quand on mesure le temps de parole des personnages féminins, le temps de parole, c'est que 35,4%. Et ce que précise, donc c'est une moyenne hein, sur ces 10 années, donc il y a sans doute une évolution, hein, si on part de 2008, 2018 c'est un peu mieux, mais globalement c'est 35%, donc ça veut dire qu'elles sont un peu moins de 40% à l'écran, et en plus quand elles parlent, elles sont encore moins nombreuses, donc ça veut dire sans doute qu'elles sont beaucoup là sans parler, à être probablement regardées ou exposées, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que de mesurer le temps de parole, ça permet quand même de voir aussi les écarts à chaque fois qui se creusent entre le fait d'être là, de parler, et puis après, on pourra discuter aussi de quoi elle parle. Mais ça va être plutôt pour toi. Eh bien, à toi, Céline. Oui, donc au sein de la scénaristerie, on organise 2 ateliers par an. Il y en a un qui s'appelle l'atelier long métrage et un autre qui s'appelle l'atelier héroïne. Donc, je vais
plus particulièrement parler de l'atelier héroïne, c'est depuis le départ, dès la création de l'association en 2015. À l'époque, la présidente était Sabrina Beccarine et c'est un sujet qui lui tient énormément à cœur. Elle avait créé donc cette résidence, sachant que héroïne, le principe, c'est que le sujet, donc le protagoniste principal doit être une femme qui ne cherche pas l'amour d'un homme. Donc ça peut faire sourire comme sujet, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de films dont le protagoniste féminin est une femme et encore moins elle ne cherche pas l'amour d'un homme. Donc voilà, c'est aussi donc depuis 2015 cette résidence existe et ça permet, enfin l'idée est vraiment de proposer d'autres récits et de casser un peu le code et du protagoniste masculin et aussi surtout que la femme, la seule chose qui l'intéresse c'est l'amour et le prince charmant quoi. Donc voilà, c'est intéressant, ça a beaucoup évolué. Je dirais qu'avant, c'était beaucoup des femmes qui proposaient les projets, maintenant pas forcément. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des hommes qui ne proposent pas ce projet pour héroïne, mais qui étaient déjà porteurs de ce projet-là. Enfin, je trouve ça très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, en tout cas, d'hommes qui, sincèrement et spontanément, vont vers des sujets comme ça et qui disent même qu'ils se sentent... Enfin, voilà, il y a plus... Enfin, voilà, j'ai l'impression que les choses se brouillent, en tout cas, sur cette question, en tout cas homme-femme, surtout ces dernières années, là, c'est assez intéressant. Enfin, voilà, je regarde ça avec beaucoup d'attention et je trouve ça vraiment intéressant. Ok. Eh bien, merci Cécile. On va continuer avec toi, donc ne pose pas ton micro sur la partie suivante. Sur la question de comment est-ce que, là on a parlé de quelle est cette place et comment, d'avoir quelques chiffres des personnages féminins en temps de parole, en temps de visibilité, mais aussi comment est-ce que on évalue au niveau du scénario la représentation des femmes dans une histoire. Et donc du coup là je veux bien commencer avec toi Cécile sur la question de comment est-ce que vous évaluez à la fois pour le projet héroïne et à la fois pour votre autre appel à résidence, les projets, pas du tout d'un point de vue sensibilité artistique, mais justement en lien avec ces questions-là. Ouais. Alors c'est vrai que quand même à la scénaristerie, je vais vous avouer quand même quelque chose, on est majoritairement des femmes. Il y a des hommes qui sont les bienvenus, mais c'est vrai que voilà, de fait, on est majoritairement des hommes. Nous sommes dominants. Nous sommes majoritairement des femmes et du coup forcément notre regard, on a tous un regard subjectif. Donc ça joue sur le choix des projets. Parce que voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit en gros à chaque appel à projet 300 cartes postales. Donc ce qu'on appelle carte postale, c'est vraiment un pitch sur 2-3 lignes. À partir de ça, on en choisit 30. À ces 30-là, on demande un synopsis, une note d'intention et une scène dialoguée. On en choisit 10. Et à partir de ces 10-là, on en choisit 6. Et donc on rencontre en fait en entretien. Et donc il faut choisir. Et donc les critères, alors c'est très très subjectif, mais en l'occurrence c'est vrai que si une femme que ce soit d'ailleurs héroïne ou que ce soit l'atelier long métrage, si une femme est objectivée, si elle est exactement dans la description que tu as faite tout à l'heure de la femme formidable qui attend patiemment que son homme immature rentre à la maison pour lui dire comme il est beau, là forcément on n'aura pas le coup de cœur, enfin c'est rare. C'est vraiment du subjectif et c'est l'envie aussi de découvrir parce qu'on est aussi spectateur, téléspectateur, et donc quelle histoire on a envie de voir, quelle histoire on a envie de voir développer. Et c'est vrai que on a envie d'aller vers des nouveaux récits et voilà, notre petit côté militant fait que on aime bien que les femmes soient un peu badass quand même. Voilà, disons-le. Merci beaucoup Cécile. Du coup, on va enchaîner avec Isabelle. D'accord. Et son fameux test de Bechdel inversé. Tout à fait. Alors d'abord, j'ai une première question. Est-ce que tout le monde est au fait de ce qu'est le test de Bechdel ? Oui. Alors, qui ne connaît pas le test de Bechdel pour que je vois à peu près? Ok, donc ça vaut le coup que j'en reparle. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, en fait, l'idée, c'est un moment, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, c'est vous donner quelques clés pour savoir comment repérer et déconstruire les stéréotypes féminins dès l'écriture. Donc ça paraît un peu compliqué comme vocabulaire, mais l'idée c'est comment faire des personnages féminins intéressants. Du coup, il y a quelque chose qui existe depuis, qui a pris de l'essor au début des années 90, à Hollywood en particulier, qui s'appelle le test de Bechdel. Alors, il trouve son origine dans une bande dessinée d'une autrice lesbienne qui s'appelle Alison Bechdel,
Et elle met en scène deux personnages qui décident d'aller au cinéma, donc deux femmes qui décident d'aller au cinéma. Et là, je regarde ce que je dis. Et la deuxième lui dit, moi, je ne vais au cinéma que si je vois un film qui respecte 3 règles. Donc, il doit y avoir au moins 2 femmes dans le film clairement identifiées. Donc, il faut qu'elles aient au moins un prénom. Il doit y avoir, ces 2 femmes doivent parler ensemble. Et quand ces 2 femmes se parlent, elles doivent parler d'autre chose que d'un personnage masculin. Et le comic books, puisque c'est un comic books, fait que les filles errent devant plusieurs cinémas, n'en trouvent aucun et finissent par rentrer manger du popcorn. Et du coup, c'est devenu en fait une règle d'évaluation qui est très utilisée à Hollywood. Donc en fait, on regarde si les films passent le test de Bechdel. Et on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Et on l'a appliqué aux films français depuis quelques années. Et en 2009, par exemple, j'ai les chiffres là, 24% des films français passaient le test, c'est-à-dire recueillaient les 3 points. Et en 2019, il y en avait 43%. Donc il y a du progrès, oui. C'est dommage, alors Thelma et Louise, ils passeraient pas le test. Bah, si elles se parlent ensemble, mais je pense qu'elles parlent d'autre chose que des personnages masculins. Enfin, c'est quand même la rencontre avec le personnage masculin qui... Oui, non, mais là, le critère, c'est justement ça qui est fou, c'est que c'est pas du tout ça, c'est juste trouver 2 femmes qui se parlent d'autre chose que d'un personnage masculin. Ça peut être passe-moi le sel, même ça, c'est dur à trouver. Même ça, c'est vraiment un exploit, en fait. Non, je pensais du point de vue du sujet. En fait. Non, c'est sidérant, en fait, de constater on a beaucoup de mal à avoir dans un film 2 femmes qui se parlent ensemble, juste de est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Même ça c'est difficile à trouver. La barre est très bas. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à regarder ça de plus près et je me suis dit, tiens, on va voir ce que ça donne à l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que dans un film ou une série ou une fiction, est-ce que 2 hommes se parlent ensemble? Est-ce qu'ils parlent d'autre chose que d'un personnage? D'abord, est-ce qu'ils sont identifiés? Est-ce qu'ils se parlent ensemble? Est-ce qu'ils parlent d'autre chose que d'un personnage féminin? Effectivement, au bout de 10 minutes maximum, en gros, c'est rempli pour les hommes. Alors que pour les femmes, généralement, il est rare que ce soit, je pense que je dirais au bout de, en moyenne dans mon idée, d'abord, il y en a beaucoup qui font 2, mais il y en a très peu qui font 3. C'est-à-dire quand les femmes se parlent ensemble, elles parlent d'un personnage masculin. Genre, est-ce qu'il te plaît? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Et ouais, on dira que les 3 points, ils sont souvent atteints au bout d'1 heure. Hein, quand ils sont atteints. C'est vraiment, il faut du temps. Donc voilà. Et du coup, néanmoins, donc, le test de Bechdel est très utilisé. Et j'ai d'ailleurs constaté qu'il y a 10 ans, comme quoi tout le monde n'est pas très en retard. J'ai été à une conférence et il y avait le directeur de la fiction de France Télévisions, dont je ne me souviens plus du nom puisque ça change un peu. Et cette personne a dit... nous, on utilise le test de Bechdel pour les projets de fiction qu'on reçoit. J'étais très étonnée déjà que ce soit un homme qui en parle et quelqu'un issu d'une chaîne de télé, mais visiblement, c'était arrivé jusque-là. Alors, les limites du test de Bechdel et de son inverse, c'est que ça mesure simplement un taux de présence féminine, ça ne mesure pas une qualité de personnage. Voilà, donc ça a ses limites. Et par ailleurs, quand un film est situé dans un monde où il n'est pas censé y avoir de femmes, que ce soit un film militaire ou un film historique dans lequel les hommes prédominaient, c'est normal que ça ne le remplisse pas. Du coup, comme ça a ses limites, il y a d'autres choses qui existent. Donc, il y en a un qui s'appelle le test de Makomori. Alors, Makomori, malheureusement, personnellement, je n'ai pas vu le film, mais c'est un personnage d'un film de Guillermo del Toro, un personnage féminin, qui avait une importance significative, mais le film ne remplissait pas le test de Bechdel. Donc du coup, les personnes s'en sont emparées, se sont dit, il faut qu'on propose autre chose. Donc on considère aussi qu'un film met bien en avant des personnages féminins lorsqu'il y a un personnage... Alors du coup, il me manque vraiment exactement les critères. Ouais. Alors déjà, le film doit avoir au moins un personnage féminin, ce qui n'est pas gagné. Ensuite, ce personnage doit avoir son propre arc narratif. Et cet arc ne doit pas consister à le faire valoir d'un personnage masculin. Donc déjà, ça paraît évident, mais c'est pas si simple à trouver. Et ensuite, il y a aussi un test plus rigolo. Donc ça, je vous fais un panorama de quelques tests, qui s'appelle le test de la lampe sexy. Et en fait, ça a été créé par la scénariste Kelly Sue
dichornique et qui se dit, tiens, dans certains films, on pourrait remplacer le personnage féminin par une lampe sans que ça change l'histoire. Et elle l'a fait dans quelques films. Et elle dit que, évidemment, dans la plupart des James Bond, ça marche. On remplace le personnage féminin. Mais elle l'a fait aussi pour Gatsby Magnifique. Et visiblement, ça marche. Et ça ne change absolument rien à l'histoire, paraît-il, de la remplacer par une lampe. Donc voilà, donc ça fait partie des réflexions de certaines des femmes. Donc voilà, ça c'est les études qui sont menées. Donc en gros, à retenir, c'est que c'est vrai que le test de Bechdel, c'est pas mal pour vérifier quand même qu'on tient compte des femmes dans son film, sauf s'il y a un contexte qui le justifie. Et aussi, le test de Makomori, c'est quand même intéressant de penser que le personnage féminin a un arc narratif qui lui est propre et qui n'est pas destiné à être un faire-valoir du personnage masculin. Parce que c'est très souvent le cas. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on dit des choses évidentes. Je pense que quand on les entend, ça paraît évident, mais en vrai, dans les faits, ça n'est pas tant que ça. Vous pourrez le constater en lisant des scénarios, même en les écrivant. Moi-même, j'avais écrit un projet et je me suis rendu compte que j'avais 10 pages de synopsis et que j'avais 2 personnages féminins qui se parlaient entre elles, certes, mais elles parlaient que du personnage masculin. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Voilà. Et bien du coup, Sarah, je vais te passer la parole, notamment sur les questions de la représentation du travail domestique. Et oui, alors moi, donc, sur ma thèse sur les séries familiales françaises, je m'intéressais aux figures des mères de famille. Et je me suis dit que ça valait le coup de regarder aussi comment est-ce qu'elles étaient montrées dans leurs environnements. Parce que je voulais pas travailler sur les Julie Lescaut, etc., qui étaient dans l'environnement professionnel, mais de voir vraiment comment montrer la vie familiale à la télévision, dans ces fictions, dont on dit qu'elles représentent des familles comme les autres, ou des familles comme tout le monde. Alors, c'est des familles comme tout le monde, hein, mais ça reste quand même des familles dans lesquelles les gens n'ont pas trop de problèmes d'argent, c'est plutôt de classe moyenne supérieure, des familles dans lesquelles les gens sont majoritairement perçus comme blancs et dans lesquelles l'hétérosexualité est dominante. Mais ces mères de famille, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans les tâches domestiques? Et quand on regarde, en fait, il y a quand même des façons de faire assez habituelles où les personnages féminins cuisinent, font les courses, s'occupent des enfants et les nourrissent, mais de manière tout à fait ordinaire, c'est-à-dire que c'est le quotidien. Et dès que des pères de famille commencent à prendre en charge les tâches domestiques, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On n'est plus du tout dans la quotidienneté. Les repas ne sont pas équilibrés, les enfants mangent des pizzas et des gâteaux. Ils vont cuisiner parce que leur femme n'est pas là, parce que si elle est là, ils n'ont pas besoin de le faire. Et quand ils vont le faire, ils vont appeler, je me souviens d'une scène où donc la mère partait travailler, elle laissait un message sur le répondeur en disant « il faut que tu fasses une quiche ». Et donc le père faisait la quiche mais il n'y arrivait pas. Donc il appelait sa mère pour lui demander comment faire la quiche et c'était sa fille et qui lui disait où trouver les ingrédients. Et il faisait la quiche et elle n'était pas bonne parce qu'il avait pris du ketchup, un yaourt à la vanille. Et tout était comme ça, complètement exagéré. Donc bien sûr que ça sert l'humour, mais il y a quand même cette répétition humoristique du père qui est incapable de faire la cuisine, qui dit quand même que implicitement cette activité est féminine, comme si c'était une naissance, et qui dit aussi que ça doit être fait sur le ton de l'humour, où c'est les pères de famille qui cuisinent pour reconquérir leur femme. Donc ils vont faire un gigot pour faire plaisir, donc c'est le fait de faire un effort. Et il y a aussi des exemples de personnages qui va cuisiner, qui va faire le marché, puis qui va avoir un tablier sur lequel va être écrit Big Mama. Parce que donc c'est encore une façon de ramener ses activités au féminin. Puis s'il passe l'aspirateur, il va même le passer sur le perron, voire sur la pelouse. Donc on est toujours dans des choses exagérées qui sont humoristiques. Hein. Je dis pas que ça peut pas être perçu comme drôle, mais c'est cette répétition de ce type de schéma qui a tendance à assigner vraiment les femmes aux tâches domestiques aussi dans leur représentation. Donc là, il y a des choses à faire sans doute à l'écriture et aussi bien sûr dans les tournages, mais pour changer un peu ces lignes-là, et puis on peut se dire ça peut être très drôle aussi de voir une mère de famille faire la cuisine, pourquoi pas. Donc ça n'arrive vraiment quasiment jamais, quoi. Merci beaucoup, Sarah. On va passer à la dernière partie de cette table ronde et puis après on essaiera de prendre des questions de la salle. Et donc du coup, on va enchaîner avec Sarah. Donc là, on va plus parler des expériences, de l'expérience d'être femme scénariste. Et Sarah va nous parler, si je ne dis pas bêtises, de stratégie de carrière. Oui, et puis de pratique d'écriture aussi, parce que j'ai
dans le cadre de mes enquêtes, j'ai rencontré un certain nombre de scénaristes, et notamment de femmes scénaristes. Et c'était intéressant de voir avec elles qu'est-ce qu'elles faisaient quand elles étaient en train d'écrire des personnages féminins et quelles stratégies elles utilisaient, notamment pour faire passer leurs idées. Et voilà, ce qui ressort, c'est qu'elles disaient de faire attention à l'autocensure, puisque alors j'ai l'impression quand on écrit ce risque de dire bah non, si je fais ça, ça va pas passer, etc. Donc d'essayer de dépasser ce sentiment d'autocensure. Certaines disaient aussi qu'il fallait choisir ses combats. D'autres disaient qu'elles essayaient au quotidien de dézinguer les stéréotypes. Et puis des choses un peu concrètes en se disant bah tiens, quand j'écris mon scénario, j'inverse les genres et je vois ce qui se passe. Ce personnage que j'ai écrit comme masculin, tiens, si ça devenait une femme, qu'est-ce que ça changerait? Et pourquoi est-ce que je pourrais estimer qu'il ne fonctionne plus? Qu'est-ce que ça dit aussi de nos imaginaires, de ce que serait être un homme et une femme, puisque bon, moi je pars du principe que tout ça, ce sont des constructions sociales, historiques et culturelles, et que on pourrait représenter sans doute de la même manière hommes et femmes, quoi. Donc pour aller vers l'égalité. C'est aussi rappeler que voilà, on peut avoir des personnages qui ne seraient pas définis par leur beauté, ou que ces personnages féminins pourraient exister sans être amoureuses. Donc ça, c'est vraiment des paroles d'autrices. Et puis certaines disent, quand on leur fait des retours, quand elles essayent de proposer des personnages et qu'on les arrête, qu'on dit ah non, le public va pas comprendre, les gens vont pas aimer, parce que c'est des retours qu'on leur fait, de dire ok, cette intrigue, si je la trouve sexy, je refuse de la signer. Donc de tenir les lignes, de dire bah ça, si ça reste comme ça, moi il n'y a pas mon nom sur c'est pas possible. Ou de négocier, de se dire ok, je cède sur ça, je me dis bon, je lâche un peu, mais ça me permet derrière d'avoir vraiment un peu plus de force de négociation et dire non mais j'ai lâché sur ça, mais ça je lâcherai pas. Et donc ça permet aussi de faire passer des personnages, des idées qui leur semblent importantes. Alors ça c'est des autrices aussi qui vont se dire féministes et qui vont avoir cette pratique d'écriture, mais il y a quand même des stratégies pour négocier aussi les rapports de pouvoir avec les producteurs, les diffuseurs, pour essayer de faire passer ces idées et de se faire confiance aussi. C'est un des enjeux aussi. Merci. Voilà. Du coup, je vais passer la parole à Cécile, et notamment sur les personnes qui postulent à Héroïne, qu'est-ce qu'elles deviennent, ce qu'elles fait leur parcours, etc. Ouais, alors à l'heure actuelle, il y a un projet qui a été réalisé, une personne sortie de l'atelier qui a fait son film, qui est une femme d'ailleurs. Donc on est très content. Après, c'est vrai que au sein des résidences que nous organisons, c'est le travail sur un long métrage, mais beaucoup en fait à la suite de la résidence partent ensuite en écriture de séries, créer soit leur concept, soit intègrent des pôles d'écriture. Là, en l'occurrence, on est très content. Il y a Cécile Lorne qui a fait le premier atelier de la scénaristerie en 2015-2016, qui est co-auteur de la série Les Combattantes. Voilà, présentée cette année au Festival de la fiction de La Rochelle. Donc on est très content. Voilà. Après. Mon expérience en tant que scénariste, c'est que oui, moi j'ai tendance aussi à inverser les rôles et me dire, si tout d'un coup, si tout d'un coup c'est pas un pirate mais une pirate, qu'est-ce que ça donne? C'est marrant parce que j'ai travaillé aussi pendant un petit moment sur un projet de femme à barbe et que j'ai présenté à des producteurs, et en fait on me disait bon, on n'a qu'à prendre un homme. Ben non, en fait, parce que si on parle d'une femme avec une barbe, c'est justement pas pour ni prendre un homme, ni prendre une femme belle, parce que ça casse complètement justement le fond du projet. Donc, en effet, il faut se battre aussi, parce que parfois c'est juste, ça n'a pas de sens, même s'il y a une liste d'acteurs bankable où il y a quand même un propos. Là, en ce moment, je travaille sur un autre projet de série où là, pour le coup, c'est un homme, et pareil, il a tout un tas de qualités, mais c'est pas celle d'être beau. Et les distributeurs, les diffuseurs ont tendance à dire, lui, il est pas mal. Non, il est pas beau, donc on va pas prendre une personne belle. Je sais pas, c'est marrant comme ce critère en fait de beauté, de séduction est un peu quand même omniprésent dans nos télés, dans ce qu'on voit. J'ai l'impression que peut-être le cinéma s'en éloigne un petit peu, mais c'est vrai que alors c'est peut-être méchant ce que j'ai dit, mais Capitaine Marlowe ne mise pas tout sur son physique.
a priori. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir d'autres personnages qui visent sur d'autres choses, qui proposent d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment une rééducation visuelle et intellectuelle à avoir. On regarde pas la télé pour voir des gens beaux, on voit aussi des gens qui réfléchissent, on voit aussi des gens qui nous font rire, mais que tout va pas reposer sur ce critère de la beauté. Et c'est une vraie lutte, en fait, au quotidien, en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, de s'éloigner de ce stéréotype-là, quoi. Voilà. Merci Cécile. Et du coup, pour conclure cette partie-là, Isabelle, sur comment est-ce que, à l'intérieur de Séquence 7, quelles sont les stratégies des adhérents et des adhérentes? Alors, d'abord, je voulais juste, on parlait des stratégies, des choses comme ça. Il y a aussi des stratégies à mener, je pense, auprès des diffuseurs avant de les mener à l'intérieur de Séquence 7 qui sont tout aussi importantes. Hein. Mais je sais que, vous le savez, Delphine Ernotte s'est engagée en septembre 2020 à faire réaliser 30% des fictions par des femmes. Donc, ce qui donne, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, une idée du niveau que ça devait être avant qu'elle prenne cet engagement. Pour que ce soit genre que tout le monde soit là, ouais, merci. Merci. 15%. Voilà. Donc, voilà. Et en revanche, il n'y a toujours pas d'engagement auprès des scénaristes. Moi, je pense que c'est très important que des engagements de ce type soient pris. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 34% des femmes qui sont scénaristes. Et surtout, moi je le constate dans les faits, mais je n'ai pas de chiffres précis, mais elles ont rarement le lead sur un projet, c'est-à-dire qu'elles sont pas si souvent que ça seules, et quand elles ne le sont pas, c'est pas souvent elles qui sont initiatrices ou leaders du projet. Voilà, donc je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mettre en avant, et j'aimerais beaucoup que France Télévisions et les autres services publics définissent des critères là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Ensuite, à Séquence 7. Donc à Séquence 7, on est 300 adhérentes et adhérents. J'ai constaté que plus de la moitié, enfin on est environ 50% de femmes, donc ça c'est une bonne chose. Et on a fait un constat sur lequel on n'a pas encore vraiment d'analyse approfondie ni même de réponse. On fait des ateliers, on en fait beaucoup toute l'année, et on constate que dans nos ateliers, il y a vraiment systématiquement une grande majorité de femmes, je dirais entre 70 et 80%. Voilà, je sais pas vraiment d'où ça vient. Et on fait aussi des apéros. Et là, on constate qu'il y a entre 70 et 80% d'hommes. Donc voilà, je conclurai là-dessus. Je ne sais pas quelle stratégie adoptent les hommes et quelle stratégie adoptent les femmes, mais on part de ce constat pour mener une réflexion. Ok, alors, merci. Oui, Sarah, tu peux rebondir sur un truc? Oui, je me permets. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la nécessité d'engagement aussi en faveur de plus de femmes scénaristes. C'est que nous, pour Cinégalité, on a regardé un peu la présence notamment des femmes et des hommes dans les films en fonction des équipes de création. Aux postes que sont la production, la réalisation et l'écriture, je fais les choses à l'envers, le scénario. Et en gros, ce qu'on remarque quand même, c'est que plus il y a de femmes dans les équipes de création, plus il y a de personnages féminins à l'écran. Et que par exemple, je crois que c'est à peu près 30% de personnages féminins dans les films écrits uniquement par des hommes. Quand on rajoute une femme dans les équipes de production, ça prend 10 points. Et quand des femmes écrivent seules, on a 52% de personnages féminins. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que quand les femmes arrivent dans les équipes de création, c'est pas pour faire que 70% de personnages féminins. C'est pour arriver à des représentations qui sont paritaires. Donc l'enjeu, c'est que la mixité des équipes, elle amène des représentations plus égalitaires. Et c'est pas une question de raconter que des histoires de femmes dans lesquelles les hommes disparaîtraient. C'est vraiment d'aller vers des effets égalitaires, une présence égale entre des personnages féminins et masculins. Donc là, vraiment, j'insiste sur cette mixité des équipes de création, c'est vraiment très important pour les représentations et ce qu'on va voir sur nos écrans. Je crois que Cécile, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, une petite anecdote. C'est vrai que moi j'avais rencontré en fait des personnes de la guilde des scénaristes, donc pour parler de comment améliorer le statut des scénaristes. Et on s'était rendu compte que finalement le rapport scénariste-réalisateur était un peu le même en fait que le rapport femme-homme. En fait, on était dans un rapport comme ça de pouvoir et de subordination qui pouvait être vraiment rapproché du rapport, enfin qu'on était un peu dans la même logique de domination et de soumission et de lutte, quoi. Voilà, c'était mon. Et aussi, je voulais juste dire, je sais pas si vous étiez à la table ronde hier, la grande table ronde politique avec tous les diffuseurs, et c'est vrai qu'il y a eu quand même Delphine Arnott qui a dit, vous vous plaignez beaucoup qu'il n'y a pas suffisamment de scénaristes. Peut-être que si vous vous tournez du côté du scénariste femme, vous trouverez des gens qui peuvent écrire en fait. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal quand même que la directrice de France Télévisions fasse ce genre de remarques. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je vous apporterai le micro avec grand plaisir. Ne soyez pas timide, que vous soyez homme ou femme. Posez une question et aucune question n'est bête. Alors, Mademoiselle d'abord et Julien après. Bonjour, je m'appelle Marion, moi je suis scénariste en devenir aussi. Et du coup, je suis en pleine recherche de tout ça, en pleine tentative de compréhension de comment ça se passe, quelle est la marche à suivre et qu'est-ce qu'on me conseille pour entrer dans ce milieu-là. Voilà, c'est ma question auprès de vous. Je pense que peut-être le conseil que je te donnerais, c'est d'être le moins isolé possible. Je crois que c'est très bien de d'être entouré, et si possible d'être entouré de personnes avec qui tu te sens bien. Moi, je sais que j'ai eu des moments difficiles dans mon travail. Notamment, j'avais commencé à travailler avec 2 hommes. En fait, je portais un projet, je me sentais toute petite et voilà, toute fragile. Et puis il y a 2 hommes qui sont arrivés et qui m'ont dit, t'inquiète pas petite, on va te le vendre ton projet, et qui m'ont complètement, en fait, qui sont complètement accaparés le projet à tel point que j'arrivais plus à écrire. Alors j'ai écrit, mais il restait quand même auteur avec moi. Et à un moment, je leur ai dit, écoutez, vous me provoquez des crises d'angoisse, donc il va falloir qu'on se sépare parce que je peux pas écrire comme ça. Et là, ils m'ont dit, si tu fais ça, tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Et moi, j'ai eu des crises d'angoisse. Enfin, je vous passe les détails, mais voilà, le conseil que j'aurais, c'est le réseau est très important. On peut pas travailler tout seul, on peut pas, voilà, on doit être au sein d'une, voilà, mais s'entourer de bonnes personnes, et des bonnes personnes, c'est des personnes qui sont bienveillants. Alors, je dis pas forcément que des femmes, hein, c'est voilà, il y a des hommes bien sûr, il y en a plein. Je travaille avec des hommes bien maintenant, et c'est très agréable, et j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir échanger parce qu'on a quand même culturellement plein de différences et on s'apporte beaucoup, mais voilà, s'éloigner des gens en tout cas qui peuvent te nuire, quoi. Eh bien, merci. Je rebondis. Moi, j'ai entendu des scénaristes dire maintenant je travaille plus qu'avec des femmes, pas parce que j'ai moins l'impression d'être prise pour la secrétaire, on prend pas de haut, les relations sont plus simples. C'est quand même la tentation. Ouais. Très bien. Alors, Julien a une question. Oui, Julien. Bonjour, Julien Farougia, scénariste. Alors, c'est pas une question, c'est plus pour ajouter ce que tu disais, Isabelle, quand tu parlais justement que la femme ne devait pas être faire valoir d'un homme. Il y a aussi le contraire, c'est-à-dire que la femme ne doit pas non plus être celle qui entrave l'homme. Et qu'on voit quand même assez souvent. Je cite juste un exemple. Meurtre à la Pointe du Rat. J'espère que les scénaristes ne sont pas là. Non, mais c'est typique, le flic qui accepte l'enquête, qui va forcément ça va forcément lui prendre beaucoup de temps. Il arrive à la maison le premier soir et dit ok, super, j'ai un meurtre, tout ça, donc il faut falloir que. Et systématiquement, sa femme, qui est justement en train de finir de faire à manger, on lui dit ah, mais dis donc, ouais, mais on avait dit qu'on passait quand même la semaine en vacances tous les deux, et elle claque la porte, elle s'en va. Enfin, vraiment, cette vision de la femme. Qui emmerde son mari, c'est insupportable. Effectivement, j'y avais pas pensé jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a aussi un goût pour la femme castratrice en représentée au cinéma et à la télévision qui peut être un peu fatigant. Effectivement. Je vais prendre une 3e question. Bonjour, Alexis Baya, scénariste. Alors déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Et moi, en tant qu'auteur, je me pose souvent la question, enfin en tout cas dans mon écriture, c'est que je ne genre plus mes personnages. C'est-à-dire que souvent, j'écris les personnages sans déterminer leur sexe, et ensuite, possiblement, enfin après, je détermine leur sexe, mais après avoir écrit toutes les caractéristiques des personnages. Donc, est-ce que les scénaristes doivent aller vers ça, de ne plus genrer les personnages,
pour avoir des femmes qui peuvent avoir des attributs très masculins et des hommes qui ont des attributs très féminins finalement? Selon moi, je pense que ça fait partie des pistes. C'est-à-dire que là, on essaye d'ouvrir la question, de proposer des façons de travailler. Ce que vous dites, moi, ça me semble intéressant. Je pense que ça peut très bien fonctionner pour vous, fonctionner pour d'autres, et puis d'autres vont trouver d'autres choses. Mais effectivement, c'est encore une idée très intéressante sur une façon de travailler. D'après ce que je sais, dans Alien, Ripley, en fait, au départ, c'était un homme. Et du coup, ça fait quand même un personnage féminin vraiment réussi. Donc, je pense que plein de méthodes sont possibles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien, en fait, faire soit ne pas les genrer, soit inverser les codes. Et je trouve ça, enfin, tout de suite, c'est dingue, c'est que ça donne une originalité, alors que c'est juste une inversion, en fait. Mais oui, tout d'un coup, je sais pas, un papa à la maison et une maman super active, waouh, génial, hyper original. Ben ouais, c'est juste une inversion en fait. Et donc une maman pirate, enfin on peut en prendre comme ça à l'appel, hein, mais alors après faut tirer le truc et voir ce qu'on raconte d'intéressant là-dessus. Mais je trouve que oui, c'est tout à fait une bonne piste, soit de pas genrer, soit d'inverser et de voir ce que ça donne quoi. Ouais. Il y avait monsieur. Je vois que les hommes passent en premier. Non, mais il avait levé. Oh, allez, on leur accorde ça. Non, mais c'est la guerre. Désolée, mais je levais la main depuis quelques minutes. Mais c'était aussi un clin d'œil, mais en même temps, c'est une réalité. Je suis agente artistique et j'insiste bien sur le E. Je croise beaucoup de personnes depuis 2 jours. Ils disent souvent que je suis agent. Et j'aime bien leur rappeler que je suis agente. Et on sent que ça tique quand je dis ça, alors que si j'étais actrice ou réalisatrice, ça tique, enfin, les gens ne réagiraient pas. Et agente, c'est marrant, on sent qu'il y a un petit on a beaucoup dit agent immobilier, agent commercial, et le agente peine. Donc ça, c'était juste pour ma petite doléance personnelle. Merci pour votre intervention. Donc moi, comme je vous dis, je suis agente, j'ai des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs et réalisatrices et des scénaristes. Et j'aime bien, moi, des fois, utiliser des mots justement qui concernent les deux. On peut dire un parent veille sur son enfant à la maison, et le parent peut être une mère ou un père, ou un couple homo qui a adopté. Donc j'ai aimé votre commentaire, Sarah, pour dire qu'on est dans beaucoup de scénarios qui sont hétérocentrés. J'ai aimé regarder la fracture et de voir que le couple qui vivait cette fracture sociale et physique était un couple lesbien, et c'était pas le sujet du film. Merci à Isabelle d'avoir cité le test Bechdel, et j'en profite pour tester aussi de parler de celui qui est Duvernay, ou celui donc moi-même j'oublie le nom, mais qu'il y en ait un pour justement les autres discriminations qu'il peut avoir. Donc il y en a autour des personnages racisés. Il y en a un qui est autour des personnages LGBT, et j'ai aimé le commentaire d'Alexis où en gros on peut juste raconter des histoires et après voir si ces personnes-là sont blanches ou noires ou je ne sais quoi, extraterrestres, vertes, voir si ça sera des hommes ou des femmes, si elles sont en fauteuil ou pas. Moi j'ai plusieurs de mes artistes qui sont en situation de handicap, et des fois je les propose à des castings et j'ai la remarque, ben non, on veut pas d'handicapés. Mais en même temps, c'est pas le rôle. Enfin, le rôle peut faire qu'il est handicapé. Enfin, je vois pas en quoi c'est un problème. Et j'ai même au début, pour certains de mes profils, pas mis des photos où ils étaient que sur le buste, pour qu'on voit pas les fauteuils. Parce que moi, les fauteuils, comme dit un de mes comédiens, c'est juste mon moyen de transport. Donc j'aimerais ne pas être jugée sur mon moyen de transport. Est-ce que les autres comédiens sont en scooter ou en vélo? C'est une petite blague qui fait, mais aussi qui est assez provocante, mais qui donne aussi la possibilité de montrer que c'est possible. Et quand parfois j'arrive à décrocher un casting, la réalité, c'est que le casting est dans une boîte de production au 3e étage sans ascenseur. Parfois, il ne peut même pas atteindre le casting physiquement. Et donc, voilà, moi c'était... j'ai pas particulièrement une question. Par contre, j'ai une info à vous donner pour vous dire que mi-novembre, il y a un guide qui va s'appeler le guide de l'écran d'après, qui a été fait par des producteurs, réalisateurs, des gens
dans des boîtes de diffusion, des distributeurs et aussi une agente qui est moi-même. En vrai, on s'est tous réunis à plusieurs ateliers pour justement faire un guide pour les scénaristes qui veulent être plus inclusifs, aussi bien sur des personnages féminins, mais aussi sur tous les personnages qui sont invisibilisés sur nos écrans. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'écran d'après. Et qu'on ait sur les écrans une société qui ressemble plus à la réalité qu'on vit, quoi. Donc, voilà, c'était un peu un petit coup de gueule. Merci. Merci beaucoup, Colette. Et on va vous passer le micro. Merci d'avoir patienté. Il n'y a pas une femme qui veut parler avant moi? Bah non, allez-y. Oui, bonjour, je suis Jean Renès et je suis réalisateur. C'est juste un petit témoignage, c'est que je fais beaucoup de formations, beaucoup de rencontres avec des réalisateurs, avec des directeurs de casting, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de femmes, mais dans des proportions incroyables, c'est de 8 femmes sur 10 participants. À la plupart des formations, et en fait je m'aperçois que les femmes sont beaucoup plus courageuses, ont beaucoup plus la niaque. Je dis pas ça pour aller dans le sens du poil, hein, mais c'est simplement une constatation tout à fait objective. Donc bravo, et on comprend pourquoi d'ailleurs, parce qu'effectivement elles doivent plus se battre, parce qu'il y a beaucoup moins de rôles, etc. Donc, et en particulier chez les jeunes, puisque j'interviens aussi dans un cours d'art dramatique, et je reconnais que les filles ont beaucoup plus la niaque que les garçons. Deuxième chose, c'est une considération un peu technique. J'ai du mal à comprendre comment vous arrivez à déterminer avec une telle précision le nombre de mots ou de lignes qu'une femme dit par rapport à un homme. Alors ça m'a estomaqué. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir 38,4... Vas-y, non, c'est bon. Alors, moi, j'ai repris les chiffres d'une étude de l'INA qui a développé un outil d'intelligence artificielle qui aujourd'hui est capable de repérer dans les fictions le temps de parole des hommes et des femmes. Donc en fait, il y a énormément de recherches en ce moment dans le domaine de l'intelligence artificielle pour avoir des outils automatisés pour détecter. Maintenant, on est capable vraiment de faire tout un tas de trucs, de savoir avec un film issu. Alors, il y a des codages à faire pour indiquer quels sont les personnages, par exemple masculins, féminins, mais ça peut dire son temps de présence à l'écran, s'il parle ou pas, détecter des pauses. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Ça se développe énormément. Et donc là, c'est l'outil qui est développé par l'Institut national de l'audiovisuel. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Ouais. Non, mais juste pour vous dire qu'avant, il y avait, moi j'ai travaillé avec le CSA, avant il y avait des gens qui chronométraient devant un écran de télé. Oui, bien sûr. Voilà, la main. Et ça prenait des jours et des jours. Le mot de ligne, c'est fou. Et là, il y a des choses aussi qui se développent. Moi, je suis sur un projet avec des collègues en linguistique qui regardent aussi, qui passent un peu à la moulinette les scripts pour voir s'il n'y aurait pas des différences aussi dans le langage entre les personnages féminins et masculins. Et donc là, il y a des choses qui commencent à émerger qui, je pense, vont être intéressantes. Du coup, comme c'est en cours, je ne sortirai pas leurs résultats avant qu'ils les renforcent. Mais... On va prendre une dernière question et après on conclura cette séance. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est pas une question non plus, mais j'avais juste une petite réflexion, notamment sur Syndrome E. C'est juste que j'ai vu hier. Donc j'ai lu le livre de Franck Tillier que j'ai adoré. Et en fait, je me suis fait une petite réflexion. Par exemple, dans les victimes, pour ceux qui l'ont vu, notamment au Maroc. Donc il y a une série de victimes, machin. Et j'ai trouvé ça étrange que dans la série, du coup, en fait, dans le bouquin, c'est vraiment que des filles qui sont victimes. Et du coup, dans la série, ils ont pris que des petits garçons. Donc je me suis posé la question pourquoi inverser, sachant ça change vraiment rien à l'histoire de laisser des filles. Peut-être c'est pour pas qu'elles soient tout le temps victimes, je sais pas. Et pareil, je me suis posé aussi la question, le personnage de Lucienne Bell est censé avoir des jumelles qu'ils ont transformées en un petit garçon. Donc je me suis posé la question que c'est étrange alors il me semble qu'on va dans le sens de plus de représentation féminine. Pourquoi avoir remplacé tous ces personnages féminins par des petits garçons? Voilà, c'est juste que ça m'a semblé un peu à contre-courant, mais why not? Cela dit, le personnage de Lucienne Bell est vraiment cool dans la série, donc au moins ça c'est chouette. Et c'est une femme. Oui, là c'est une femme de base. Eh bien, personnellement, je ne l'ai pas vue. Moi non plus. Mais je vais regarder ça et si par hasard on obtient une réponse du producteur ou
ou du scénariste, on la transmettra sur notre Facebook, parce que ça m'intéresse aussi. Je me demande comment on passe d'une œuvre originale où il y a des personnages féminins et pourquoi sur des personnages mineurs d'ailleurs, visiblement on décide d'en faire des personnages masculins. Je me pose la question, il y a peut-être une bonne raison, c'est intéressant de savoir. Voilà, donc je vais essayer de trouver la réponse. Après, c'est peut-être une question justement de représentativité, c'est-à-dire que si l'héroïne est beaucoup là, on s'est peut-être dit que, voilà, en contrepartie, il fallait un petit peu équilibrer. On va voir. Ouais. On verra. On va essayer de savoir. Eh ben, merci beaucoup. Je vais juste laisser Cécile, Sarah et Isabelle, dans cet ordre-là, dire le mot de la fin. Et après, on va pouvoir se laisser et éventuellement continuer les discussions, mais hors de la salle. Le mot de conclusion, l'idée c'est quand même que ce soit plus une question. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup dans la discrimination positive. On le voit au niveau des chaînes, on le voit au CNC, où j'imagine que vous avez entendu que si sur un long métrage, enfin sur des équipes de cinéma, la moitié de l'équipe sont des femmes, il y a un bonus. Donc ça peut paraître un peu ridicule et surréaliste comme manière de procéder, mais je pense que en effet c'est pas la discrimination positive qu'on va arriver à du coup former et permettre à des femmes d'avoir une expérience. C'est un peu aussi ce que disait donc Delphine Ernotte. Il y a des femmes scénaristes qui sont prêtes à travailler, mais à qui on n'a pas forcément donné la chance. Et pour que ce soit plus un sujet, en fait, qu'après on soit plus dans une discrimination positive. Ah oui, juste une petite anecdote. Je discutais avec un producteur avant-hier, et il me disait, en fait, on parlait de ça un peu, et puis il dit, c'est marrant, je viens de réaliser qu'en fait tous mes chefs de poste sont des femmes. Mais en fait, il l'avait pas fait sciemment, c'est juste qu'elles étaient meilleures. Donc voilà, ce qui serait top, c'est qu'en fait, ce soit plus une question d'homme ou femme, mais juste, on prend les meilleures, quoi. Et c'est mieux si c'est des femmes, mais ça reste entre nous. Voilà. Voilà, je suis d'accord. Oui, pour conclure, moi je dirais qu'il y a quand même, je dirais dans le sens de l'intervention de l'agente artistique, pour dire qu'en fait, il y a vraiment... là, une mine d'or de récits à faire, d'histoires à raconter, de personnages qui ne sont pas écrits, qui sont peu présentés sur les écrans, voire invisibles. Donc en termes si la créativité est toujours un des mots-clés de ces métiers, il y a de quoi faire, notamment en termes de diversité. Alors à plein d'égards, que ce soit des origines perçues des personnages, de croisés aussi. Je parlais par exemple de la disparition des femmes non blanches des écrans. En termes d'âge, je peux renvoyer au travail admirable que fait l'AFA sur le tunnel de la comédienne de 50 ans, mais aussi en termes de classe sociale. Quand on regarde le cinéma français, il y a beaucoup de cadres. Il y en a tellement plus que dans la société française. Il y a tellement peu d'ouvriers alors qu'ils sont tellement présents dans notre société. Donc il y a vraiment aussi des territoires qui disparaissent. Je pense à tous les territoires des Outre-mer. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a tout un tas de ressources à la disposition des auteurs et des créateurs pour changer un peu les récits et aller vers de nouvelles histoires. Et donc, à mon tour, moi, pour recentrer sur l'écriture scénaristique et sur les personnages féminins, moi, je voudrais dire qu'on est à une époque où parfois on a peur de commettre des impairs, de dire des choses, on a beau se revendiquer féministe, on dit parfois d'énormes bêtises. Moi, je pense que c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'essayer, et vous pouvez à l'écriture commettre des erreurs. L'idée, c'est qu'on soit tous bienveillants avec les autres et qu'on avance ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, merci beaucoup. Donc, merci à nos trois intervenantes et puis merci encore au Festival de La Rochelle de nous avoir offert cet espace. On en est vraiment ravis et on peut éventuellement continuer la discussion de manière informelle. Voilà, merci et bonne fin de festival. Merci à vous.